Alors, passer d'un géant de l'industrie à une toute petite start-up, c'est un parcours qui fascine, non? C'est un changement, mais radical, qui vient complètement redéfinir ce que ça veut dire être un leader. C'est ce grand saut, souvent assez mal compris, qu'on va décortiquer ensemble. Franchement, cette phrase de Gregory Salinger, elle résume tout. Je manageais 1500 personnes et désormais une quinzaine. On parle d'une transformation, mais à une échelle sismique. Imaginez un peu le truc. Passer de la gestion d'une véritable armée à celle d'un commando. Tout, absolument tout change. Alors, qui est ce Gregory Salinger? C'est notre premier témoin. Et son parcours est vraiment emblématique. Il a dirigé une division énorme, 1500 personnes chez Microsoft, excusez du peu, un vrai titan de la tech. Et de là, il a tout changé pour rejoindre Moodwork, une start-up qui se consacre à la santé mentale au travail. C'est ce qu'on appelle le grand écart. Et on a un deuxième cas d'étude, tout aussi intéressant, Jean-Yves Naouri. Lui, il a cofondé et bâti un nom mondial, Publicis Consultant. Et après ça, il est devenu PDG de Bloom, une start-up d'une 50aine de personnes spécialisée dans l'analyse des réseaux sociaux. On a donc deux parcours très différents, mais au fond, c'est exactement le même défi. La question, c'est comment on fait pour s'adapter à un changement pareil? Eh bien, tout commence par un véritable choc culturel. On ne parle pas juste de changer de bureau, c'est un changement de mentalité complet. On passe du comment au qui. En fait, comme le dit très bien le professeur Patrick Florent-Didier, le job, au fond, reste le même, résoudre des problèmes. Ça ne change pas. Mais la méthode, elle, change du tout au tout. C'est comme si la destination était la même, mais qu'on vous donnait une carte complètement différente pour y arriver. Et c'est là qu'on voit vraiment la différence fondamentale. Dans un grand groupe, l'obsession, c'est le comment. Comment on mobilise les processus pour être performant. Alors qu'en start-up, la question, c'est plutôt le quoi et surtout le qui. Quelle est la prochaine étape et avec qui est-ce que je la franchis? Et cette façon de penser, elle se voit directement dans la structure de l'entreprise. Dans un grand groupe, on commence par l'organigramme. On a des cases, des fonctions bien définies, et on cherche les gens pour les remplir. La start-up, c'est l'inverse. On part des talents qu'on a sous la main et on construit des rôles autour d'eux. C'est une logique radicalement opposée. Et pour reprendre les mots de Gregory Salinger, ça donne une réalité bien différente. Il dit « Dans une start-up, tout est plus concret ». On sent bien ce qu'il veut dire. Les décisions sont rapides, les échanges sont informels, et les réussites, eh bien, elles sont collectives. Fini les circuits de décision à rallonge, tout a un impact direct, visible. Forcément, avec un tel choc culturel, le style de leadership doit lui aussi se réinventer complètement. C'est une évidence. On ne dirige pas une petite équipe super agile de la même manière qu'on pilote une division entière d'une multinationale. Et le modèle qui émerge de tout ça, c'est celui du leader coach. Fini le patron dans sa tour d'ivoire qui donne des ordres de loin. Là, on parle d'un leader qui est sur le terrain, au coude à coude avec son équipe, avec un objectif principal, faire grandir chaque personne. Concrètement, ça veut dire quoi? Gregory Salinger nous livre un peu sa méthode. C'est assez simple en fait. Premièrement, des rituels chaque semaine pour garder le cap. Deuxièmement, des objectifs très précis, mesurables pour que tout le monde sache où on va. Et troisièmement, des feedbacks constants et réguliers pour s'améliorer en permanence. C'est une vraie mécanique de précision. Le contraste est saisissant, non? D'un côté, on a le directeur de grands groupes qui se concentre sur la stratégie, souvent à distance. Son rôle est d'être directif. De l'autre, le coach en PME, qui travaille au plus près des gens. Ça demande une vraie assertivité, une attention à chaque individu. C'est presque un travail d'orfèvre humain. Bon, mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que ces dirigeants, qui sont au sommet, décident de faire un saut aussi radical? C'est un vrai choix ou c'est juste une évolution, quelque chose de naturel dans une carrière? C'est vraiment la question clé. Et en fait, il y a un peu deux réponses. Pour certains, c'est une véritable quête personnelle, une recherche de quelque chose de différent. Pour d'autres, c'est plus une étape logique dans leur parcours. Regardons ça d'un peu plus près. D'un côté, il y a les facteurs d'attraction. C'est la recherche de quelque chose de nouveau. C'est la quête de sens, vouloir une action qui a un impact réel. C'est aussi la recherche de plus de liberté, de plus d'agilité, bref, de tout ce qui peut se perdre dans les rouages d'une très grande entreprise. Et de l'autre côté, il y a la théorie du cycle de carrière, expliquée par l'expert RH Frédéric Bézier. L'idée, c'est qu'une carrière, c'est une succession de cycles. Et une fois qu'on a atteint un certain sommet, c'est assez logique de chercher autre chose. C'est une façon, peut-être, de redonner ce qu'on a appris, de transmettre son expérience à une structure plus jeune. Mais attention, que ce soit un choix ou une évolution, il y a une condition qui n'est absolument pas négociable. Il faut être prêt à mettre les mains dans le cambouis. C'est fini, les armées de spécialistes pour chaque petite tâche. Le dirigeant doit devenir un couteau suisse, polyvalent, pluridisciplinaire.
Alors, si on prend un peu de recul par rapport à ces histoires personnelles, qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'avenir du management en général? C'est peut-être là que ça devient le plus intéressant. Et là, la phrase de Jean-Yves Naouri est sans appel. Il dit le double levier traditionnel de commande et de contrôle me paraît dépassé. C'est clair, net et précis. On sent bien qu'on entre dans une nouvelle ère. Une ère où ce qui compte, c'est la motivation et le fait de partager un projet commun. Et un des résultats les plus fous, c'est le gain d'efficacité. Jean-Yves Naouri va jusqu'à dire qu'une seule heure de travail chez Bloom, sa start-up, peut valoir plusieurs heures dans un grand groupe. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on se débarrasse de toute la bureaucratie, des réunions interminables. Le temps retrouve sa vraie valeur. Alors, sur quoi il repose, ce management de demain? Gregory Salinger nous le résume en 3 piliers qui sont finalement assez simples. D'abord, la clarté de la vision. Tout le monde doit savoir où on va. Ensuite, un engagement réel à faire grandir les talents de l'équipe. Et enfin, une quête d'excellence dans tout ce qu'on fait, dans l'exécution. Du coup, la question finale s'impose. Est-ce que ce modèle, plus agile, centré sur l'humain, sur l'impact, n'est pas tout simplement en train de devenir la nouvelle norme? Est-ce que le leadership de demain serait en train de naître, non pas au sommet des tours de bureau, mais au cœur de ces petites startups? C'est une pensée qui laisse à réfléchir.